Après 9 ans de privation de sommeil et de labeur acharné, l'esprit de Yuji commença à se briser, et il sombra peu à peu dans la folie jusqu'à ce qu'il saute pour embrasser un camion, ce qui mit fin à sa vie à cet instant précis. Son âme fut transportée dans un monde différent, mais quand un golem d'argile apparut à ses côtés, il commença à le guider profondément dans la forêt. Il le suivit pendant des heures jusqu'à ce qu'ils atteignent une mystérieuse cabane remplie de centaines de livres de sorts, parmi lesquels se trouvait le grimoire royal de destruction. Mais quand il remarqua des centaines de golems d'argile se rassemblant à ses pieds, le système royal s'activa et les apprivoisa tous pour qu'ils deviennent instantanément ses compagnons. Ils se mirent à sauter dans la pièce, cherchant tous les grimoires mystérieux, et en quelques secondes, il acquit des milliers de compétences à travers leurs yeux et gagna le titre de sage. Les golems commencèrent à l'appeler Yuji, ce qui lui fit réaliser que pour la première fois de sa vie, il avait un nom. Une semaine passa et il entra à l'académie de magie pour en apprendre davantage sur leur monde, mais il brisa l'orbe royal lorsqu'il évalua son niveau de mana. Même lors d'un test de puissance de magie de feu, le professeur se demanda comment il avait lancé un sort sans incantation. Alors Yuji s'excusa d'avoir oublié de chanter et prononça les mots « boule de feu » avant de réduire la roche en poussière. Sur le chemin de la guilde des aventuriers, une créature apparut, lui demandant son aide, disant qu'elle avait besoin de tous les champignons de dragon des forêts. Cependant, même s'il savait qu'il n'y avait qu'une seule raison de vouloir en récolter autant, un slime commença à ramasser chaque champignon de la forêt jusqu'à ce qu'il ait enfin tous les ingrédients pour lui fabriquer des médicaments. Elle invoqua un parterre de fleurs et jura de le servir pour le reste de sa vie. Sur le chemin du retour, alors qu'il utilisait un golem pour explorer la forêt, une bombe explosa, tandis que Yuji esquivait un diablotin qui tentait de le tuer. Cependant, son golem s'invoqua pour projeter le diablotin au sol, et il quitta la zone sans réaliser qu'une pierre démoniaque les invoquait. Après être retourné à la guilde des aventuriers, la réceptionniste se demanda s'il abandonnait sa mission, et tous les chasseurs étaient dégoûtés d'avoir un dresseur faible parmi eux, surtout ce type. Pourtant, Yuji ordonna au golem de libérer toutes les fleurs, mais quand le chef de guilde se demanda comment il avait obtenu assez de fleurs pour 2 ans, un éclaireur cria qu'une horde de monstres envahissait la forêt. Au même moment, le golem qu'il avait libéré la nuit précédente révéla que des milliers de diablotins se dirigeaient vers la guilde en scandant le nom de Yuji. Alors tout le monde ordonna une évacuation. Mais tandis que les soldats juraient de sacrifier leur vie pour protéger leur famille, Yuji révéla qu'il avait un moyen de tous les sauver. Il sortit un énorme os de dragon de la gorge du golem et révéla qu'il pouvait utiliser ses restes pour recréer une flamme et anéantir toute l'armée de diablotins. Cependant, tous les soldats pensaient qu'apprivoiser des golems sans valeur les mènerait à la mort. Mais l'homme chauve réalisa que quelque chose n'allait pas avec le golem et dit à tout le monde de donner une chance à Yuji, affirmant qu'il serait sous son commandement. Alors, pendant qu'il commençait à sécuriser les frontières de la guilde, Yuji grimpa au sommet du bâtiment. Quand les chasseurs lancèrent des bombes aériennes, les archers déchaînèrent des volées de lames au sol, mais les diablotins continuaient d'apparaître. Alors Yuji enfonça l'os de dragon dans la gorge du golem, tout en mentant sur sa puissance pendant tout ce temps. À ce moment-là, il activa le système royal, analysant ses compétences pour sauver la ville alors qu'il effaçait tous les diablotins. Mais la créature de la forêt vit un homme mystérieux portant une pierre magique dans les bois. Alors quand Yuji dit à son golem que tout allait bien, les imbéciles réalisèrent qu'ils étaient sur le point d'être sacrifiés et ils sautèrent. À ce moment-là, le golem se matérialisa au-dessus de l'homme, où le alors Yuji transféra son mana pour lier le mage, tout en activant des barrières pour annuler la magie de la pierre, mais un sort força l'homme à se mordre la langue. Au même moment, la résistance des taches graisseuses s'estompa. Alors Yuji ordonna à son golem d'aider pendant qu'il transférait sa magie pour lancer des boules de feu qui brûlèrent les diablotins. Mais la ville était déjà sous invasion. La seule façon de les sauver était d'activer les flammes de l'embrasement de la perdition, réalisa Yuji. Mais après avoir vu que cela détruirait aussi la ville, il décida de lancer un bouclier magique pour protéger les soldats de son explosion. Tandis que Lily le trouvait incroyable, il lui dit d'arrêter de se cacher et d'évacuer les chasseurs de la ligne de front. Une fois qu'il eut ordonné au golem de créer un périmètre autour de la ville, la créature de la forêt entra par sa porte dimensionnelle. Les golems encerclèrent le village, pourtant un diablotin brisa les barrières. Quand je criai pour le poignarder, Harry bondit pour repousser le monstre, mais il resta indemne de toutes leurs attaques. Alors qu'ils étaient pieds sur le point de mourir, le légendaire Fenry mordit le roi diablotin et tira les chasseurs dans le village. À ce moment-là, Yuji activa sa barrière autour de toute la ville, et ils se demandèrent qui pouvait lancer un sort de niveau royal d'une telle ampleur. Les aventuriers se demandèrent bientôt comment Yuji avait lancé un sort si puissant, car il aurait détruit le corps de n'importe qui d'autre, mais Lily le regarda, souhaitant que son corps s'effondre. Pourtant, quelques diablotins survécurent à l'explosion, et Yuji commença à s'effondrer à genoux alors que sa santé s'épuisait en transférant ses points de mana. Mais il ordonna au golem de se préparer pour un autre round. Pendant que la barrière tenait, il activa de nouveau les flammes de l'embrasement de la perdition, brûlant tout le champ pour éliminer les diablotins restants. Mais après avoir lancé le sort, son corps s'effondra au sol. Au moment où il reprit conscience, il vit tous les golems l'attendre, ainsi que Lily, tandis que les aventuriers trouvèrent les lanternes de pierre magique, réalisant que la prophétie avait commencé.
Pendant que Yuji buvait la boisson préparée par Lily, elle révéla qu'elle avait gardé son secret de tous les aventuriers, mais se demanda pourquoi il cachait ses pouvoirs. Cependant, il décida de ne rien dire, alors elle commença à partir, lui souhaitant une bonne nuit de sommeil. Son ancienne vie n'avait été que misère et exploitation, alors il était heureux de pouvoir, pour la première fois, utiliser sa vie pour sauver les autres au lieu de la gâcher. Alors il commença à marcher dans la forêt la nuit, mais garda un golem pour enquêter sur la lanterne. Car quand le chef de guilde révéla que la chute de la ville centrale arriverait bientôt, Yuji réalisa que c'était leur prochaine destination. Ils atteignirent la capitale du monde après une semaine, mais un dragon remarqua son aura, et 3 hommes se rassemblèrent pour éliminer Yuji pendant la lune bleue à l'intérieur de la ville. Tous les golems souhaitaient pouvoir manger, ce qui lui fit réaliser qu'il n'avait rien mangé depuis une semaine entière, mais il remarqua que tout le monde les fixait. Cependant, il vit les récoltes du massacre, alors Yuji décida d'acheter tout le magasin pour nourrir ses golems. Après quelques heures, ils entrèrent dans la guilde et Rox parla hors de propos, disant que le dresseur de golems était trop faible pour rejoindre leur guilde, mais quand elle vit qu'il avait des capacités de track, elle l'accepta immédiatement, car c'était l'une des compétences les plus rares. À ce moment-là, un homme qui ressemblait à Dracula demanda s'il voulait rejoindre leur équipe, et Tina continua de se présenter avec Lisa, notant qu'il cachait quelque chose de plus long que ses lances. Yuji révéla que ce serait sa première fois en équipe, mais Lisa s'en fichait, car elle croyait que ses compétences de track de monstres leur sauveraient la vie. Après tout, elle pensait qu'il était meilleur que Vladimir, car toutes ses équipes avaient mystérieusement disparu. Mais Yuji se rappela comment ses anciens coéquipiers se disputaient, et à quel point il les détestait pour cela. Alors qu'ils marchaient ensemble à travers la forêt, ils discutèrent de leur plan pour trouver la tanière du dragon de terre, mais il réalisa que quelque chose n'allait pas avec leur équipe. Soudain, Vladimir commença à courir jusqu'à ce que 4 loups les encerclent. Les filles se demandèrent pourquoi il les menait vers les loups au lieu de les éviter. Cependant, Yuji remarqua un 5e au-dessus d'eux, et tandis qu'il essayait d'utiliser la magie, Vladimir coupa la bête pour leur dire qu'il s'en occuperait en tranchant entre les loups, évitant leurs attaques. Pourtant, Yuji se demanda pourquoi Vladimir avait laissé les loups sans vie exprès, et pourquoi il jouait. Il décida de suivre l'histoire pour le découvrir, et quand la nuit tomba, Yuji réalisa que Vladimir les avait menés hors route, mais Vladimir affirma que quitter la route était le meilleur moyen d'éviter les bandits. Cependant, il leur dit de dormir d'abord, car il serait de garde cette nuit-là. À 3 heures du matin, le golem alerta Yuji que Vladimir s'était enfui pendant son tour de garde, révélant que Tina et Lisa avaient également disparu. Alors que Vladimir continuait de courir, sentant que quelque chose le regardait, Yuji comprit que Tina et Lisa étaient de l'autre côté des arbres, et Tina révéla qu'elle était devenue méfiante lorsque Vladimir avait proposé de prendre la garde de nuit. Mais quand Lisa pensa qu'elle devrait demander de l'aide à Yuji, Tina dit qu'il était faible. Puis Vladimir commença à marcher vers elle avec son arme, et il tira sur l'un des golems de Yuji. Bien qu'il ait cru avoir tué l'espion, il vit que l'arme était vide. CDA réussit à peine à cacher sa présence et était terrifié que ce soit ses derniers jours. Mais Yuji révéla qu'il lui avait accordé l'immortalité pour le maintenir en vie. Alors que Vladimir commençait à fuir, les filles le suivirent. Mais elles remarquèrent les pièges que Vladimir avait tendus, jusqu'à ce qu'il atteigne la cabane où les 3 hommes s'étaient rencontrés la nuit précédente. Quand le vieux Miles se demanda ce que Vladimir avait rassemblé, il révéla qu'il avait réuni 2 filles pour sa cible et prévoyait de dire qu'elles étaient montées mortes contre des hordes de diablotins, tout comme il l'avait fait avec tous ses autres groupes. Cependant, il savait déjà que les filles le suivaient, mais Miles y vit l'occasion parfaite et commença à étrangler l'un de leurs hommes, disant à la victime manquée que la nuit du sacrifice était venue. Les filles réalisèrent qu'elles devaient s'échapper. Mais quand elles déclenchèrent un piège, elles furent vues par Vladimir et réalisèrent que leur vie était montée sur le point de se terminer. À ce moment-là, un autre piège explosa, et le vieil homme réalisa qu'un énorme monstre avait déclenché leurs alarmes, alors ils décidèrent de l'ignorer. Cependant, le monstre n'était qu'un groupe de golems de Yuji, et Yuji avait trouvé un sort de niveau intermédiaire pour cacher ses pouvoirs. Quand les filles le virent les golems de Yuji, il leur transféra son sort de glace, les entourant d'un dôme de glace qui couvrit complètement leur camp, lui faisant réaliser qu'il était bien plus fort que prévu. Après avoir emporté leur corps, Lisa se demanda si c'était lui qui l'avait lancé, mais Yuji leur dit que le dragon de glace devait les avoir sauvés car il était trop faible pour lancer des sorts. À ce moment-là, une brume violette commença à couvrir le ciel, mais alors qu'ils étaient sur le point de revenir, Yuji révéla qu'il explorerait d'abord la zone avant d'envoyer ses golems dans le ciel pour surveiller toute la forêt. Quand les golems d'argile trouvèrent un bon endroit, Tina et Lisa se demandèrent ce qu'elles avaient vu, surtout quand elles virent les golems allumer le feu de camp et monter leur tente. Peu de temps après, les 2 filles dormaient, et Yuji se rappela la prophétie du vieil homme concernant le désastre sacrificiel qui viendrait de la lune bleue, le lendemain. Pendant qu'il continuait à chercher le dragon de terre, Yuji décida de cacher ses vrais pouvoirs afin de paraître ordinaire et d'utiliser sa magie de manière limitée, alors il lança des rochers sur un loup pour tester son sort. Mais quand le golem commença à détruire chaque monstre devant eux, le ciel devint violet, et un faisceau de lumière descendit au sol, détruisant la forêt dans une explosion massive, tandis qu'un dragon bleu apparut dans le ciel. Quand Yuji remarqua la bête, il avertit les filles qu'elle était juste derrière elle, et elles commencèrent à courir vers les montagnes. Cependant, Finnair et les golems d'argile avaient déjà avancé devant elle et vaincu tous les monstres de la zone.
Alors quand elles arrivèrent, elles trouvèrent tout mort, et les filles se demandèrent comment Yuji pouvait contrôler autant de golems puissants. À ce moment-là, le sol commença à s'ouvrir et le dragon de terre apparut devant leurs yeux. Alors Yuji réalisa qu'il s'était caché sous terre tout ce temps, et avec les filles effrayées, elles décidèrent de se cacher derrière un rocher, mais Yuji leur dit qu'il tuerait la bête. Au moment où il commença à avancer vers elle, il lança un sort, et ses golems jetèrent des rochers sur le dragon. Cependant, il n'était pas blessé, alors un autre golem commença à lui lancer des flammes, mais les filles remarquèrent que le dragon ne montrait aucun dommage. Yuji décida d'augmenter sa magie, mais quand le dragon lança des rochers sur les filles, les golems plus petits libérèrent des rochers pour les esquiver. Alors que le dragon devenait plus en colère, il commença à rouler vers Yuji. Mais il évita d'être écrasé et commença à utiliser ses golems pour lancer des rochers en même temps. Pourtant, le dragon était toujours indemne et se précipita sur lui jusqu'à ce que Yuji active un sort d'éclair et qu'un énorme tourbillon de rochers éclate. Il vit alors le dragon devant lui et il déchaîna ses flammes infernales, brûlant le dragon dans le feu jusqu'à ce qu'il ne reste que sa tête. Cette nuit-là, quand ils atteignirent sur la guilde, Ruby fut choqué d'apprendre qu'ils avaient tué le dragon de terre. Le golem d'argile cracha la tête comme trophée pour eux et ils furent payés 10 pièces d'or, mais le chevalier en chef dit à Yuji qu'il devait y parler à la réunion. Ken commença à dire que le dragon bleu était apparu comme prophétisé, mais Yuji détestait ces réunions de sa vie précédente. Ken demanda à Yuji de décrire le dragon de terre qu'il avait combattu. Yuji, révélant une compétence de dessin, esquissa le dragon sur papier. Tout au long de l'histoire humaine, une seule personne avait jamais eu cette compétence. Alors le prêtre révéla le livre des légendes. Selon lui, le dragon était apparu une fois sous un ciel sombre 3 jours avant d'effacer un continent entier. Quand Ken se demanda comment il avait été vaincu, le prêtre révéla qu'il avait été tué par un envoyé royal qui possédait le pouvoir des rois il y a 30 ans lors d'une éclipse solaire, quand un rituel pour invoquer un esprit fut effectué dans la cathédrale capitale pour appeler un héros 30 ans du futur afin de sauver leur monde du désastre. Cependant, le prêtre croyait que le rituel avait échoué car le dragon était apparu exactement 30 ans après avoir été effectué. À ce moment-là, le ciel devint violet, et le golem d'argile dit à Yuji que le dragon grandissait en taille. Quand Yuji dit cela aux hommes, ils réalisèrent que leur monde pourrait être détruit dans 3 jours. Ken pensa que la seule option était d'attaquer le dragon le lendemain. Plus tard à la cafétéria, Yuji remarqua le prêtre, le fixant comme s'il était un enfant. Alors cette nuit-là, le prêtre se présenta comme Sasa Kotomini et révéla une vieille dague qu'il avait apportée de la capitale. Quand il la donna à Yuji, le système révéla que c'était une dague incassable de Kaizi et dit qu'elle se concentrait sur les effets magiques. Le prêtre dit qu'il la donnait à Yuji en cadeau et le nomma Envoyé Royal. Cette nuit-là, tandis que Yuji se demandait comment il combattrait le dragon, le golem d'argile lui dit qu'il avait commencé à grandir jusqu'à ce que sa taille devienne énorme, réalisant qu'il serait beaucoup plus fort demain. Il se rappela les instructions qu'on lui avait données. Sa magie était inhabituelle, mais quand Yuji demanda si cela signifiait que sa magie était faible, le professeur dit qu'elle était extrêmement forte, alors il réalisa qu'il était né pour sauver ce monde. Cette nuit-là, il partit dans la forêt avec ses partisans et affronta bientôt le dragon. Alors qu'il était prêt à le détruire, il activa les flammes du destin et libéra un golem avec une explosion qui éclata en un jaillissement. Cependant, la bête était indemne, et quand elle devint enragée, elle déchaîna une explosion à travers toute la forêt et détruisit même une falaise. Quand ce fut fini, Yuji était indemne car il était protégé par son bouclier. Cependant, il réalisa bientôt que le dragon absorbait l'énergie de la forêt et commençait à grandir. Alors Yuji révéla sa dague, réalisant que sa seule chance était de le tuer, et il pensa qu'il pourrait concentrer ses flammes du destin dans la lame. À ce moment-là, il commença à charger avec ses partisans, et quand le dragon déchaîna une explosion, il activa un bouclier et atterrit sans être brûlé. Alors qu'il recommençait à charger, la bête se prépara à libérer une autre explosion, mais il envoya des golems vers le dragon et forma une barrière pour bloquer l'attaque. Réalisant sa chance, il dégaina sa dague, et quand il activa un sort de saut, il commença à bondir de plus en plus haut vers le dragon. Cependant, quand la bête tenta de l'écraser, Yuji lança une boule de feu et la poignarda dans l'œil, déchaînant ses flammes du destin dans son corps, ce qui le fit tomber au sol. Juste quand il pensa qu'il était mort, il le repoussa d'un coup de queue. Heureusement pour Yuji, il réussit à activer son bouclier, mais réalisa qu'il manquait de points de magie. À ce moment-là, le dragon s'éleva haut et se prépara à libérer une explosion massive, mais Yuji créa une série de boucliers pour se protéger, tandis que le dragon déchaînait l'explosion d'énergie. Yuji se demanda comment il pourrait l'attirer vers le sol et réalisa bientôt que le bouclier le protégeant s'affaiblissait. À ce moment-là, il remarqua la capacité de frappe royale, leva la main et libéra une terrible explosion vers le dragon qui le fit tomber au sol. Espérant exploiter l'opportunité, il chevaucha le loup et ils commencèrent à charger leur pouvoir vers la bête, tandis que Yuji poignardait son cou, le coupant avec un feu ardent et réussissant à lui trancher la tête, la faisant exploser en cellules rouges avant de disparaître. Après avoir éliminé le dragon, Yuji décida de se diriger vers la ville. Le lendemain, Ken apparut et dit que le ciel violet s'était éclairci et se demanda qui avait réussi à vaincre le dragon. Il pensa que Yuji l'avait peut-être fait et le remercia pour son aide. À la cafétéria, Tina commença à dire à Yuji
qu'ils seraient reconnus comme des héros nationaux pour avoir accepté de combattre le dragon même s'ils n'avaient rien fait. En entendant ces mots, Yuji pensa qu'ils étaient un duo inutile et se demanda comment ils avaient réussi à rester dans les forêts. Tandis que Lisa se demanda ce qu'il comptait faire maintenant, Yuji révéla qu'il n'avait aucune idée où aller ensuite. Lisa suggéra de se diriger vers Ricardo, une ville du côté ouest de la forêt, disant qu'elle offrait la meilleure nourriture du monde, contrairement à leur ville inutile. Ce soir-là, alors que Yuji commençait à partir, ils lui firent prendre signe de la main, lui souhaitant de rester en vie seul, mais laissèrent un golem d'argile derrière pour veiller sur eux. Alors qu'ils commençaient à voyager à travers la forêt, la créature de la forêt apparut sur le système et invoqua Yuji dès son arrivée, révélant que des champignons spéciaux avaient fort commencé à pousser là où le dragon avait été tué, et disant qu'elle avait besoin de son aide pour fabriquer une potion spéciale. Tandis qu'il essayait de demander pourquoi elle venait d'un arbre, elle expliqua qu'elle pouvait faire une potion de sage avec les champignons rouges et des stimulants mineurs avec les champignons bleus. Quand Yuji demanda ce que faisait le champignon bleu, la créature lui dit qu'il ravivait le pouvoir magique, mais elle trouva la potion d'une couleur étrange et rapporta que quelque chose n'allait pas avec les champignons. Elle dit qu'ils avaient peut-être absorbé trop de pouvoir magique, mais elle espérait pouvoir réparer les champignons restants avec de l'eau claire. Yuji décida de l'aider, alors il créa une tâche en utilisant sa technique de barrière et lui dit de faire bouillir de l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne claire. À ce moment-là, la créature se rappela la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Elle l'avait trouvé inconscient sur un arbre et il l'avait ranimé. Elle lui dit que son pouvoir avait été drainé par une pierre magique. Quand il lui dit qu'il lui avait transféré une partie de sa magie, Yuji activa un sort de dissipation. Il lui demanda ce qui s'était passé et transforma la pierre en rocher. À ce moment-là, des monstres tentèrent d'en sortir, mais il activa une barrière anti-magie et déchaîna un feu ardent pour les anéantir jusqu'à ce qu'ils disparaissent. La créature, Dread, invoqua plusieurs fleurs des racines de l'arbre, disant qu'elles lui devaient la vie. Tandis que Yuji se demandait pourquoi la potion ressemblait à des pierres magiques, Dread révéla qu'elles avaient fusionné avec la terre du dragon, un pouvoir magique spécial trouvé uniquement à l'endroit de la mort d'un dragon. Ce pouvoir particulier fait pousser les champignons, et Dread lui a dit que la terre de dragon pouvait être utilisée pour le bien comme pour le mal. Elle a ajouté qu'elle pouvait guérir toutes sortes de blessures, et même invoquer n'importe quel type de monstre. Au moment où le golem d'argile finissait de purifier l'eau, Dread la mélangea à la potion, et celle-ci devint bleue instantanément. Elle remercia Yuji pour son aide, ayant compris que la potion serait très utile, et après quelques minutes, elle lui donna des potions de sauge et des stimulants mineurs, comme il l'avait demandé, lui disant qu'elle retournerait dans la forêt. Puis elle disparut sous ses yeux. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, Yuji remarqua qu'un épais brouillard recouvrait leur sentier. Le loup lui révéla alors que des humains se trouvaient à proximité, et ils commencèrent à suivre cette odeur vers une nouvelle route. Peu après, ils atteignirent un vieux village et se demandèrent si c'était Ricardo. Tandis que Yuji tentait de regarder autour de lui, il remarqua des villageois, le fixant, et pensa que leurs sourires étranges étaient aussi répugnants que leurs misérables cabanes. Alors le chef du village apparut devant lui et lui demanda comment il avait bien pu trouver son chemin jusqu'ici, mais Yuji répondit que c'était par pur hasard. Le chef décida de l'inviter à partager un repas, espérant ainsi le rassasier après son long voyage. Cependant, quand Yuji vit la nourriture répugnante, il déclara qu'il n'avait pas faim, réalisant que ces mets provenaient probablement du tas d'ordures. Lorsque le chef lui demanda s'il avait une raison d'entrer dans le village, Yuji révéla qu'il se dirigeait vers Ricardo avant d'avoir pris un mauvais chemin. Alors les villageois, l'air méfiant, l'observèrent depuis les fenêtres, et quand le chef tenta de dire qu'ils étaient bonds surpris d'avoir un visiteur, Yuji commença à s'éloigner, se méfiant de ces gens. Tandis qu'ils continuaient à travers la forêt, Yuji pensa qu'ils atteindraient bientôt Ricardo. Cependant, lorsqu'ils sortirent de la forêt, ils se retrouvèrent, pris dans une violente tempête de neige, et se demandèrent s'ils n'étaient pas dans un monde complètement différent. Après plusieurs heures, tandis qu'ils atteignirent enfin Ricardo, dans ce froid glacial, que la tempête de neige avait commencé mystérieusement il y a plusieurs jours. Un peu. Quand ils lui demandèrent la raison de sa venue, il révéla qu'il était là pour trouver de la nourriture. L'un des restaurants, la femme à l'intérieur de la ville, fermée aujourd'hui, il tentait de trouver un restaurant de rester au chaud, mais que de préparer à manger. Tandis que Yuji pensait que la nourriture devait être délicieuse et que même si la seule chose dont ils avaient besoin était du bois de chauffage, mais Lily lui répondit que le trouver était plus rare que son père qui l'avait abandonné. Cependant, Yuji ignora sa frustration car il voulait absolument manger. Alors il se dirigea vers la forêt, espérant y trouver du bois de chauffage. Il invoqua une hache et connaissant parfaitement les techniques de combat, il abattit 10 arbres d'un seul coup. En quelques minutes, il les avait coupés en bûches et quand il utilisa la compétence d'absorption d'humidité sur l'argile, celle-ci réchauffa toutes les bûches jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Il retourna au restaurant comme un homme désespéré et Lily lui demanda pourquoi son bois était si petit. Malgré tout, Yuji lui dit que son visage disgracieux était la raison pour laquelle son père l'avait abandonné. Puis elle demanda si elle pouvait cuisiner avec et elle se précipita pour trouver le cuisinier. Quand elle arriva, il dit que le bois était bien trop sec et qu'il réduirait l'endroit en cendres s'ils essayaient de cuisiner avec. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, Yuji lança un sort d'humidification de l'argile et le présenta au cuisinier, qui réalisa alors que c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Quand ils allumèrent d'abord le poêle, il promit de préparer un repas spécial pour Yuji. Et ces mots furent la meilleure nouvelle que Yuji ait jamais entendue de toute sa vie. Il ordonna à l'argile de jeter les bûches restantes, et elles les déversèrent donc en un grand tas. Et quand Yuji humidifia l'argile, celle-ci réchauffa les bûches. À ce moment-là, son estomac gargouilla,
Alors le patron décida de lui préparer un bon repas pour le récompenser de son dur labeur. Peu de temps après, on lui servit du bœuf grillé et le goût transporta Yuji directement dans un monde céleste. Quand il eut fini, il les remercia pour la nourriture, mais le cuisinier lui dit que ce plat n'était même pas proche de leur meilleure spécialité. Enthousiasmé par cette idée, Yuji se demanda comment cela était possible et promit de revenir le lendemain pour le goûter. Cependant, Lily commença à lui dire qu'il ne pouvait pas utiliser tout le bois de chauffage, car toute la ville n'avait pas de bois pour chauffer leur maison. À ce moment-là, Yuji pensa que c'était sa chance de l'impressionner et annonça qu'il reviendrait, contrairement à son père, jurant de rapporter encore plus de bois. Peu de temps après, il arriva à la guilde des aventuriers et constata que la seule chose sur leur liste était du bois de chauffage. Quand il proposa de prendre ce travail facile, le gérant lui dit de rencontrer le chef d'équipe du bois pour les instructions. Lorsque l'entraîneur de bois, Vodka, regarda son identifiant, il l'accueillit, disant qu'il pouvait à peine satisfaire les besoins de la ville en livrant 5 tonnes de bois de chauffage chaque jour, et lui expliqua que leur village était le seul à faire face à la tempête de neige et que le village précédent qu'il avait traversé était toujours abandonné. Yuji pensa que c'était vraiment étrange, et décida de commencer le travail, tandis que Vodka a dit qu'il avait l'air maigre et plutôt inutile. En fait, Yuji abattit plusieurs arbres d'un seul coup, et en quelques instants, commença à les couper en bûches et à les empiler. À ce moment-là, son argile commença à les chauffer, et Vodka pensa que Yuji devait absolument être un extraterrestre. À la fin de la journée, Yuji avait plusieurs piles de bois, suffisamment pour approvisionner toute la ville pendant quelques jours. Pourtant, il pensa que ce n'était pas suffisant, et partit pour une tournée de coupe, où il abattit presque tous les arbres de la forêt, et les transforma en encore plus de bois de chauffage. Grâce à son excellent travail, il gagna beaucoup d'argent de la guilde et passa même la nuit dans une chambre confortable. Le lendemain au restaurant, lorsqu'un nouveau plat fut servi, la saveur l'envoya au nirvana, et il eut l'impression de flotter sur des nuages. Cependant, le chef révéla que ce n'était même pas leur meilleur plat, et Lily expliqua que l'herbe reicha, utilisée pour leur meilleure spécialité, était dévorée par des monstres, et qu'ils ne pouvaient pas préparer ce nouveau plat tant que tous les monstres n'auraient pas disparu. Sans dire un mot, Yuji partit, prêt à exterminer chaque monstre pour goûter ce plat. Après un certain temps, il ordonna à ses fidèles de vérifier la forêt à la recherche de monstres, et lorsque ces slimes trouvèrent un monstre sanglier, Yuji activa immédiatement un sort de combustion de monstre. Plus tard, il remarqua une pierre mystérieuse, et quand il décida d'y jeter un œil, Drad lui dit qu'elle pouvait sentir des traces de magie à l'intérieur. Quand Yuji la toucha, ils découvrirent qu'elle absorbait sa magie, et il dit que c'était probablement Dragon Gris, la puissante magie qui crée les pierres magiques maudites. Drad révéla que la pierre absorbait toute la magie de la zone, et Yuji pensa que la disparition de la magie devait avoir causé la tempête de neige. Réalisant que c'était le seul moyen d'arrêter la neige, Yuji lança une barrière anti-magie sur la pierre et expulsa la malédiction, ce qui la transforma instantanément en une roche ordinaire. En quelques heures, ils dissipèrent plus de 100 pierres magiques autour de la forêt et cartographièrent la zone. Une fois arrivé au centre de la forêt, il remarqua que d'énormes arbres avaient été laissés intacts exprès et dit qu'ils protégeaient probablement une entrée secrète. Alors il ordonna à Drad de se replier et elle lui demanda ce qu'il comptait faire. Il lui dit qu'il brûlerait chaque arbre devant lui et elle acquiesça. Disant que c'était sûrement la bonne chose à faire, il déchaîna un feu ardent sur la forêt, consumant chaque arbre dans un immense brasier. Au centre de la fosse, ils découvrirent une entrée secrète et Yuji dit qu'il irait absolument sous terre pour explorer qui étaient l'ondée leurs ennemis. Quand Yuji détruisit l'entrée, il trouva un tunnel secret et s'y engouffra. Il remarqua rapidement une machine massive et réalisa qu'il se trouvait à l'intérieur d'une grande usine, et quand il vit d'autres machines, il se demanda si les pierres magiques étaient en effet fabriquées ici. À ce moment-là, 2 hommes entrèrent, se demandant pourquoi les machines avaient cessé de fonctionner. Ils pensèrent qu'elles avaient pu être endommagées lors de l'explosion dans la forêt et se précipitèrent pour informer leur chef. Quand Yuji atteignit un couloir, il réalisa qu'il pouvait être facilement détecté. Alors il lança un sort d'invisibilité sur son argile pour les rendre invisibles et continua seul. Quand il retourna dans la forêt, l'argile révéla qu'elle avait trouvé les hommes et insista pour traverser le chemin jusqu'à ce qu'ils atteignent une impasse. Puis ils remarquèrent 2 leviers et Yuji pensa qu'ils devaient être tirés simultanément. Tandis que l'argile pressait les 2 leviers, la porte s'ouvrit à cet instant précis. Peu de temps après, ils trouvèrent une échelle et réalisèrent qu'ils avaient atteint la fin de l'usine. Alors ils commencèrent à grimper. Au même moment, Yuji atteignit une pente et réalisa que le vieux village sinistre se trouvait juste devant lui. Dans le village, son argile commença à écouter les hommes mystérieux, et Yuji réalisa que ces gens inutiles se faisaient passer pour des villageois tout en fabriquant des pierres magiques sous terre. Lorsque le chef Xavier découvrit que leur puits maudit avait déjà été détruit par une explosion, il dit à ses hommes que leur puits maudit était détruit et pensa qu'une météorite l'avait frappé. L'usine étant complètement détruite, il dit qu'il devait récupérer toutes les pierres magiques et quitter le village immédiatement. Cependant, quand un homme pensa qu'il serait remarqué en se déplaçant dans la forêt, Xavier leur ordonna d'exécuter tout témoin qu'ils rencontreraient, puisque leur plan était déjà ruiné, et que le village n'était plus utile comme couverture. Alors que les hommes partaient, Yuji ordonna à son argile d'assiéger le village, pensant que des villageois innocents pourraient déjà être capturés. Cependant, ils trouvèrent le village abandonné, et le grand groupe d'imposteurs était tout ce qui restait. Alors, quand les slimes se dirigèrent vers la bibliothèque, Yuji leur dit de consommer tous les livres, et ils commencèrent à les dévorer comme des rats affamés. Au même moment dans la forêt,
Yuji remarqua 2 étrangers sans valeur du groupe maléfique. Alors il lança un filet magique et réussit à les maîtriser. Cependant, quand ils réalisèrent qu'ils avaient été découverts, ils hurlèrent comme des recrues de sectes endoctrinées et commencèrent à s'attaquer mutuellement. À ce moment-là, ils trouvèrent une entrée scellée, et Yuji réalisa que ce devait être une pièce importante. Alors il ordonna à l'argile de se placer devant les bougies et de les éteindre en utilisant une lame de vent. À ce moment-là, la porte s'ouvrit, révélant une pièce remplie de trésors, et Yuji réalisa que ces hommes inutiles vendaient probablement toutes les pierres magiques contre de l'or. Puis un membre arriva et découvrit que la salle au trésor avait été vidée. Quand le reste du groupe réalisa cela, ils constatèrent immédiatement que leurs autres membres avaient disparu de la forêt. À ce moment-là, Xavier révéla que leur puits maudit n'avait finalement pas été détruit par une météorite, mais par un nouvel ennemi. Craignant d'être capturé, un homme se demanda pourquoi il n'avait dit pas encore été attaqué, et Xavier répondit que l'ennemi avait peut-être découvert que leur mort allumerait une flamme qui détruirait le monde entier. Cependant, Yuji commençait tout juste à comprendre cela, et réalisa que les anéantir tous n'était finalement pas la bonne option. Et tandis que Xavier décidait de proposer un plan, il tira sa dague en disant que détruire le monde était la meilleure chose à faire, et ses disciples inutiles pensèrent donc qu'il avait probablement raison, et décidèrent de tirer leur propre dague. Au même moment, ils crièrent un sort de purification et se poignardèrent. À cet instant, le feu purificateur devint incontrôlable, et le sol commença à trembler. Alors que Yuji réalisa que cela allait bientôt éclater, son argile les recouvrit à l'intérieur d'une sphère de barrière et les lança hors du village comme un bon père, déterminé à protéger ses enfants. Immédiatement, il activa une série de barrières anti-magie pour contenir l'explosion. Puis une flamme verte jaillit du sol, effaçant le village entier et commençant à briser la barrière. Alors que Yuji réalisa que la barrière ne tiendrait pas, il commença à chercher une barrière plus forte pour contenir la flamme, mais ses murs commencèrent à s'effondrer. À ce moment-là, il trouva la couverture parfaite et créa un mélange de barrières dans une matrice d'isolation totale. Quand il activa la magie, un bouclier sombre recouvrit la flamme, mais les vents violents faillirent l'emporter, et ses points de magie commencèrent à chuter comme un compte à rebours. Cependant, l'explosion devint plus forte et faillit détruire même cette barrière, mais il réussit à la maintenir jusqu'à ce qu'elle explose vers le ciel et forme un gigantesque nuage. Le monde étant de nouveau en sécurité, Yuji remarqua que ses points de magie étaient dans le négatif, et réalisa qu'il était sur le point d'être banni dans une autre dimension. Cette nuit-là, quand il arriva en ville, il trouva des gens qui l'attendaient, et quand il demanda pourquoi il restait éveillé si tard, Vodka lui dit qu'ils avaient vu l'énorme explosion dans la forêt, et Lily ajouta qu'ils avaient peur qu'il ait été écrasé par une météorite. Yuji leur dit qu'il était heureux de voir la ville en sécurité, et Vodka lui rappela que la météorite avait peut-être arrêté la tempête de neige. À ce moment-là, Yuji remarqua que les eaux gelées commençaient à fondre, et dès le lendemain, il réalisa que le temps s'était réchauffé comme en été, et quand Vodka l'invita à déjeuner, il dit qu'ils avaient l'intention de célébrer la fin de l'hiver. Alors, à l'intérieur, Yuji découvrit qu'il le célébrait en Mésie comme un invité d'honneur, et Vodka lui dit que les habitants étaient heureux qu'il leur ait apporté du bois de chauffage pendant la tempête de neige. Puis Lily apparut devant lui et le remercia chaleureusement. Parce que le monstre était mort, ils purent récolter les meilleures herbes Reiesha, et peu après, elle lui servit un repas spécial pour l'aider. Quand Yuji prit une bouchée, la saveur exquise lui procura le plus fort climax de toute sa vie, et ils réalisèrent que même Lily n'avait pas été capable de lui faire atteindre un tel niveau d'extase. Quand il se réveilla cette nuit-là, il décida de lire les parchemins du village abandonné, mais les mots disparurent sous ses yeux. Cependant, un parchemin se distingua, et il réalisa que c'était une liste de personnes que le groupe de sauvetage de la Lune Bleue tentait d'éliminer. Pendant ce temps, dans une ville voisine, 2 assassins tuèrent un groupe de personnes et découvrirent qu'un homme nommé Yuki avait le nom de Yuji juste après sur la liste. Après quelques jours, ils commencèrent à l'espionner depuis la montagne, se demandant s'il était une cible qui en valait la peine. Cependant, Yuki apprit qu'il était déjà surveillé après avoir remarqué son nom sur le parchemin. Pour protéger Ricardo, il décida de partir immédiatement, et la jeune fille, qui ressemblait à Lily, suggéra à Yuki de se rendre à Pina. Quand il lui demanda pourquoi, elle lui dit qu'elle trouverait la meilleure armure de monstre de la ville et pensa que ce serait parfait pour lui. Tandis que Yuji continuait vers la nouvelle ville, il découvrit qu'il était suivi par les assassins. Pendant une courte pause, espérant apparaître comme un entraîneur normal, Yuki et une fille nommée Sona continuèrent à l'espionner, se demandant si ses compétences étaient surnaturelles. Quand Yuki tenta de suggérer de le tuer pendant qu'il dormait, Sona lui dit qu'il n'était encore qu'une cible potentielle et qu'il ne le tuerait que s'ils étaient certains qu'il représentait une menace. Mais elle pensa que c'était pire que de s'occuper d'un enfant de maternelle. Yuji entendit chaque mot qu'ils prononcèrent et pensa que mettre fin à leur vie attirerait davantage l'attention sur lui, alors il décida qu'il devait les convaincre qu'il n'était qu'un simple perdant ordinaire. Quand il arriva à Pena, les deux continuèrent à l'espionner. Sona pensa qu'il devait être un entraîneur puissant, car il avait décidé d'acheter une armure chez le meilleur forgeron de la ville, mais Yuji fit semblant de n'avoir pas d'argent et fut mis à la porte du magasin. À ce moment-là, il bouscula quelqu'un dans la rue et commença à supplier pour sa vie comme un perdant inutile avant d'être rejeté par un vendeur de fruits. Les tueurs pensèrent qu'il était peut-être pauvre et Yuki suggéra de l'abandonner quand ils remarquèrent qu'il buvait beaucoup de jus de raisin. Mais Sona n'était pas encore convaincu, alors Yuji pensa à les convaincre qu'il était vraiment un perdant pour qu'ils se débarrassent de lui. Peu après, il atteignit la guilde et se porta volontaire pour tuer un taureau enragé.
Quand les tueurs apprirent cela, Yuki pensa qu'il devait être un faible perdant, c'était certain, mais Sona dit qu'elle voulait le voir se battre. Rapidement, Yuji atteignit la montagne et dit à ses fidèles qu'il n'utiliserait aucune magie offensive pendant la mission. Le loup demanda comment il se protégerait, mais Yuji décida d'abandonner le travail et lui dit d'y aller seul. À ce moment-là, un taureau commença à attaquer, mais le loup réussit à le repousser et le tua instantanément. Alors que le loup découvrait sa force, sa fourrure se hérissa, prêt pour la bataille, et Yuji se rappela la première fois qu'il l'avait vu, quand il avait essayé de quitter la forêt, mais le loup était apparu devant ses yeux, affamé de goûter sa chair. Cependant, quand le loup tenta de le dévorer, Yuji lança un filet magique pour le maîtriser. Mais quand il remarqua que le loup était triste, il activa la communication avec les monstres et découvrit que le loup suppliait pour sa vie. Il décida de le laisser partir et se demanda si le loup serait heureux de l'avoir comme entraîneur. Et le loup accepta immédiatement. Puis le loup jura de vaincre les taureaux et de finir le travail en un instant. Voyant cela, Yuki et Sona pensèrent que Yuji devait être très fort car il avait réussi à apprivoiser le loup, et Sona se demanda s'il devait effectivement être éliminé. Yuji, désespéré de les convaincre, décida de soigner les taureaux, dans l'espoir qu'ils réalisent que l'attaque du loup était faible et futile. Cependant, quand les taureaux attaquèrent de nouveau, le loup les détruisit aussitôt, mais Yuji les ressuscita encore une fois. À ce stade, le loup était déjà épuisé, et Yuki pensa que ses dents étaient encore plus inutiles. Malgré tout, le loup réussit à se motiver, alors Yuji améliora les taureaux en augmentant leur force. Quand le loup réalisa qu'il était sur le point d'être écrasé, il commença à courir pour sa vie, fissurant la roche sous lui, tandis que Yuji réalisa que son loup était sur le point d'être vaincu. Essayant d'augmenter sa puissance, Yuji offrit son aide, mais le loup refusa, déterminé à affronter les taureaux sans amélioration. Quand ils attaquèrent de nouveau, ils contre-attaquèrent et réussirent finalement à les vaincre. Soudain, un taureau commença à charger sur lui, mais il invoqua une épée et le coupa instantanément, réalisant qu'il avait été exposé au tueur. Choqués, ils se demandèrent Rhino comment il avait réussi à invoquer l'épée, mais ils attribuèrent de cela à une chance stupide et commencèrent à partir. Cette nuit-là, dans la forêt, Sona dit à son chef via la boule de cristal que Yuji était bien trop inutile pour être une menace pour leur groupe et jura d'éliminer leur prochaine cible. Cependant, quand Yuji réalisa qu'il était le prêtre d'acier qui lui avait donné la dague pour tuer le dragon, il comprit qu'il était dangereux de les laisser partir. Alors il activa un sort magique pour geler toute la chambre. Le lendemain, il retourna à la boutique d'armure et dit à l'homme qu'il voulait acheter une armure de monstre, mais l'homme pensa toujours qu'il était pauvre et tenta de le chasser de nouveau, disant que le maître ne prêtait attention qu'aux meilleurs clients. Alors Gilles apparut devant eux, lui criant de se sortir ça de la tête, et commença à dire que Yuji était le client le plus fort qu'il ait jamais eu, mais que même les statistiques de défense de son armure n'étaient rien comparées à son argile monstrueuse. Il lui dit qu'il devait leur fabriquer une armure spéciale, et quand il vit leur argile, il révéla que l'argile était le monstre le plus puissant de l'histoire humaine. Quand Yuji se demanda s'ils étaient désespérés d'obtenir une armure, Gilles lui dit qu'il s'assurerait de trouver le bon matériau à partir du joyau du dragon de feu mineur. Cependant, Gilles dit que le dragon bleu n'était pas facile à tuer et qu'il fabriquerait certainement une armure spéciale pour ces monstres s'ils pouvaient récupérer leur joyau. Au moment où Yuji s'apprêtait à partir, il demanda s'il y avait des dragons de feu adultes dans les montagnes, et bien que Gilles lui ait dit qu'ils existaient, il révéla qu'ils étaient très rares. Réalisant qu'il pourrait ne jamais les trouver, Yuji dit qu'il essaierait de trouver les dragons moins bleus. Peu après, il retourna à la guilde et dit à la femme qu'il avait l'intention de terminer toutes les quêtes pour éliminer les dragons dans les montagnes, mais elle pensa que son comportement inutile devait lui avoir fait perdre la tête, puisque les quêtes étaient probablement impossibles. Quand il tenta de lui dire qu'il les anéantirait avec sa magie, elle révéla que la magie ne fonctionnait pas sur les dragons de feu mineur, car ils étaient protégés par la magie de leurs joyaux. La femme révéla de plus qu'il fallait les noyer. Leurs écailles avec de grandes quantités d'eau si épaisses, car les dragons de feu sont naturellement faibles et ne peuvent survivre qu'à la chaleur du volcan. Réalisant que c'était très facile, Yuji se demanda pourquoi tous les dragons n'avaient pas déjà été éliminés. La femme expliqua qu'il était difficile de transporter de l'eau en montagne, et que s'ils en voulaient, ils devraient traverser une rivière pleine de poissons prédateurs qui dévorent quiconque tente de passer de l'autre côté. Yuji réalisa qu'il pouvait tuer de nombreux monstres d'un coup, et accepta cette quête supplémentaire. Mais la jeune fille pensa qu'il aurait peut-être besoin d'un examen médical. Quelques heures plus tard, en atteignant les montagnes, Yuji réalisa que le volcan était toujours actif, et se demanda s'il était sûr de rester dans la zone. Son golem d'argile décida d'enquêter, et Yuji comprit rapidement qu'ils avaient rencontré leur lointain cousin. En utilisant sa compétence d'évaluation, il réalisa qu'il s'agissait d'argile rouge, un type différent, et décida de les apprivoiser. Peu après, ils atteignirent la rivière, pleine de poissons prédateurs. Alors Yuji activa le filet d'argile, faisant s'entrelacer toute l'argile et leur permettant de plonger profondément dans l'eau. Tandis que les argiles sautaient dans un trou, elles revinrent rapidement, poursuivies par les poissons prédateurs, mais il réussit à les attraper et à les tirer vers la surface. Mais sous ses yeux, le poisson détruisit le filet et tenta de l'achever. Mais Yuji le piégea dans un gel à moyenne portée. Rapidement, cependant, le poisson brisa la glace et tenta de l'avaler. Alors il s'échappa et le brûla avec une boule de feu jusqu'à ce qu'il devienne du thon grillé. Quand il eut fini, ils se dirigèrent vers les montagnes et remarquèrent les dragons de feu inférieurs. Quand il affronta le premier dragon, il tira un canon à eau sur la bête et la tua avec succès sous ses yeux.
La chaleur jaillit du dragon et son joyau tomba de son corps. En quelques minutes, Yuji tua de nombreux dragons et pensa que c'était juste une perte de temps. À ce moment-là, il aperçut un vieux dragon bleu et pensa que c'était une cible bien meilleure. Alors, par communication mentale, il ordonna à son argile d'encercler la bête et tira des canons à eau de tous les côtés, espérant la noyer. Cependant, il survécut à l'assaut et Yuji réalisa qu'il devait essayer une magie différente. En un instant, il le gela avec un gel à moyenne portée, mais le dragon brisa la glace. Réalisant qu'il devait augmenter sa puissance, il ordonna à son argile de se rassembler devant le dragon et utilisa à nouveau le gel à moyenne portée, mais avec un effet doublé. À ce moment-là, un bloc de glace recouvrit la bête, et quand il fondit, le dragon mourut immédiatement. Ce n'est qu'alors que son joyau se brisa de son corps, et Yuji réalisa que ce serait le matériau parfait pour une armure. Alors, quand il retourna à la guilde, il rendit toutes les quêtes, affirmant avoir tué tous les dragons de feu inférieurs dans les montagnes, et même les piranhas, pour l'impressionner. Yuji révéla qu'il avait réussi à attirer les poissons à la surface avant de les tuer, et la femme pensa qu'il devait venir d'un autre monde. Cette nuit-là, quand Yuji arriva à la forge, il décida de révéler le joyau du dragon de feu bleu inférieur. En le voyant, Gil réalisa que Yuji était plus fort qu'il ne le pensait, et Yuji demanda s'il pouvait fabriquer une armure pour le loup. Gil lui dit qu'il le pouvait. Un autre joyau bleu pour l'armure d'argile, mais les hommes se demandèrent comment il avait réussi à tuer 2 dragons de feu bleu inférieurs. Puis son argile inhala tous les joyaux des autres dragons, et Gil sut que Yuji venait définitivement de ce monde. Dès le lendemain, Gil avait fabriqué une armure d'argile pour le loup. Et pour tester la nouvelle amélioration, le loup se mit à courir à travers les montagnes et fut plus rapide que même la brise. Quand ce fut le tour de l'argile, elle commença à se déplacer dans les montagnes et Yuji pensa qu'elle semblait presque invisible. Pour tester la pleine puissance de leur armure, il décida de renforcer leur capacité avec sa magie, augmentant leur vitesse à près de celle de la lumière, comme Gil l'avait suggéré. Et quand Yuji tenta de tester leur puissance d'attaque, il décida de lancer une magie de glace à moyenne portée sur la montagne, recouvrant tout de glace. Gil fut choqué et se demanda comment Yuji était devenu si puissant. Mais Yuji lui dit de se taire, affirmant qu'il ne valait rien avec cette étrange coiffure. Plus tard dans la boutique, Gil commença à dire à Yuji que les joyaux bleus ne pouvaient contenir qu'un peu de magie et se briseraient s'il essayait d'augmenter leur pouvoir magique. Quand Yuji demanda s'il existait un joyau plus puissant, capable de contenir tous ses pouvoirs, Gil lui dit que seul le joyau d'un véritable dragon de feu pourrait faire l'affaire. Mais il ajouta qu'il ne pourrait jamais être vaincu. Quand Yuji demanda pourquoi, Gil expliqua que les dragons de feu vivent profondément à l'intérieur du volcan et ne sortent qu'en de rares occasions. Plus tard dans sa chambre, alors que Yuji se souvenait des paroles de Gil, il se demanda si le volcan entrerait en éruption après qu'il ait tué un dragon de feu et pensa qu'il vaudrait peut-être mieux abandonner son plan. À ce moment-là, il découvrit que des centaines de dragons étaient apparus sur les montagnes, et il pensa que le culte de l'aube bleue avait peut-être attiré les monstres. Alors il ordonna à ses partisans de se diriger vers le volcan, se demandant si des hommes étranges pouvaient être vus à proximité. Ah, à ce moment-là, ils remarquèrent une paire d'hommes escaladant la montagne, et Yuji réalisa bientôt que le volcan entrait en éruption sous ses yeux. Un dragon de feu émergea, et ses partisans comprirent que les hommes étranges se dirigeaient vers le volcan. Le premier homme, Goro, se demanda ce qu'il ferait si leur plan échouait. Le gros lui dit qu'il venait de la ville voisine d'Ardian et promit que le plan réussirait à coup sûr. En entendant cela, Yuji réalisa qu'ils étaient certainement membres de l'Aube Bleue du Salut et activa un filet magique pour les attraper, mais leur réaction fut rapide et ils l'évitèrent. Voyant cela, Yuji pensa qu'ils étaient des professionnels après tout, mais les hommes se demandèrent si le filet n'était qu'un piège de montagne. Alors qu'ils continuaient vers le volcan, Yuji tenta de lancer un autre filet par derrière, mais ils l'esquivèrent et Goro lança son épée dans l'argile invisible. Cependant, Yuji fut malin et les maîtrisa finalement par derrière une fois que l'argile commença à apparaître devant eux. Les hommes réalisèrent que leur plan avait échoué et décidèrent de prendre une pilule pour les aider à se téléporter. À ce moment-là, Yuji ordonna à l'argile de surveiller les barils et découvrit qu'ils étaient remplis d'eau. Après un certain temps, Drad apparut sur les montagnes pour vérifier l'eau et révéla qu'elle était pleine de magie maléfique pour exciter le dragon de feu. Ne voulant pas prendre de risques, Yuji activa une annulation de malédiction et purifia l'eau à ce moment-là. La menace écartée, Drad disparut des montagnes et Yuji pensa que c'était fini. Cependant, les dragons commencèrent à hurler. Et un homme apparut à la porte de Yuji pour lui dire de quitter la ville avant que la pluie ne commence. À ce moment-là, les pluies recommencèrent et la fureur du dragon de feu augmenta. Et Yuji réalisa que quelque chose n'allait vraiment pas. Il se souvint que l'homme lui avait dit que le dragon causait toujours le chaos chaque fois qu'il se réveillait sous la pluie. À ce moment-là, le dragon se dirigea vers la ville, sur le point de répéter l'histoire, et les habitants commencèrent à fuir. Quand le dragon de feu atteignit la rivière, Yogi se demanda s'il aurait peur de traverser, mais la chaleur de son corps tua tous les poissons. Et Yogi réalisa que ce monstre ne pouvait pas être arrêté. Il n'avait pas d'autre choix. Yogi savait qu'il devait être celui qui vaincrait le dragon. Quand le loup apparut devant le dragon de feu, Yogi lança un sort de glace à moyenne portée pour piéger sa patte, mais la glace se brisa. Pourtant, Yogi ne recula pas. Il piégea sa tête avec un autre sort de glace à moyenne portée, mais il se brisa instantanément. Le dragon se prépara à lancer son attaque spéciale, mais Yogi rencontra l'attaque avec un autre sort de glace à moyenne portée. Cependant, le dragon atteignit bientôt une autre rivière, et Yogi pensa que c'était sa chance parfaite de l'achever.
À ce moment-là, une grande barrière remplie d'eau explosa, et quand elle éclata, les inondations emportèrent le dragon. Yogi révéla qu'il avait préparé cela comme un plan de secours. Le dragon réapparut et déchaîna une terrible explosion sur les partisans de Yogi, mais Yogi les protégea avec une barrière. Alors que le dragon commençait à préparer une attaque encore plus puissante qui pourrait anéantir toute la ville, Yogi activa la malédiction de la glace perpétuelle. Il déchaîna ensuite un puissant souffle de glace contre les flammes, submergeant le feu et gelant le dragon, qui se transforma en éclat. La pluie s'arrêta alors, et quand Yogi remarqua la grande gemme du dragon de feu, Slag révéla un étrange appareil qu'ils avaient trouvé dans les montagnes. Cette nuit-là, quand Yogi retourna à la forge, il dit à Gilles qu'il avait trouvé une gemme de dragon rare. Quand Gilles réalisa qu'elle pouvait provenir d'un dragon de feu, il promit de lui fabriquer un bouclier spécial. Plus tard à la guilde, Yogi décida de demander à la directrice si elle avait visité Rian. Elle lui dit que oui, et ajouta que c'était un endroit prisé des aventuriers qui évitait les impôts. À ce moment-là, Slag lança l'appareil et Yogi se demanda si elle savait ce que c'était. Elle lui dit que c'était l'une des machines à pluie artificielles de la guilde, souvent utilisée en période de sécheresse, pour provoquer la pluie. Elle ajouta que chaque ville avait sa propre machine à appeler la pluie, mais elle découvrit que le nom sur cet appareil avait été effacé. Alors que Yogi se souvenait des paroles des hommes, il se demanda pourquoi ils voulaient détruire la ville et souhaita pouvoir les arrêter. Le lendemain matin, quand Yogi reçut son bouclier, Jill tenta de lui demander son nom, il lui dit que c'était Jay. Quand il arriva à la guilde des aventuriers, il découvrit qu'il était surveillé, et les hommes se demandèrent pourquoi il n'avait pas pris de nouvelles quêtes. Puis quand ils entrèrent dans une pièce privée, Yogi apprit qu'ils étaient membres du Salut de la Lune Bleue et avaient l'intention de l'éliminer parce qu'ils le considéraient comme une menace. Ils craignaient que leur attaque n'attire l'attention sur leur groupe secret et pensaient que cela ruinerait leur plan de destruction du monde. À ce moment-là, le prêtre Steele et son assistant apparurent devant Yogi, et Yogi se demanda comment ils l'avaient trouvé. Ils commencèrent rapidement à parler à l'église, où le père Steele lui dit qu'il avait été amené ici par une vision et exprima l'espoir de revoir Yogi. Yogi se demanda pourquoi les membres du Salut de la Lune Bleue voulaient sa mort. Le père Steele décida de lui raconter l'histoire. Il y a des années, le chef de l'église de la Lune Bleue, un groupe clérical notoire, tenta de se venger de leurs camarades tombés au combat dans diverses villes. Au fil du temps, ils s'étendirent avec de nouveaux adeptes. Le chef du Salut de la Lune Bleue avait autrefois été l'un de ses disciples et semblait à l'époque excessivement zélé pour sa cause. Peu de temps après, Walter commença à agir hors de contrôle avec ses ambitions et créa son propre groupe secret. Et un jour, le Seigneur avertit le père Steele de détruire l'église de la Lune Bleue. Mais il choisit d'ignorer la vision, car il craignait de perdre tous ses camarades. Quelques jours plus tard, ils furent tous tués. Il survécut de justesse. L'attaque avait été une tentative de s'emparer de l'église grandissante, et il s'avéra que Walter avait mené cette attaque. Après la destruction de l'église, Walter lava le cerveau de ses partisans, leur faisant croire que le monde avait besoin d'être purifié, et forma le groupe secret du Salut de la Lune Bleue. Le père Style admit qu'il se sentait coupable d'avoir fondé l'église en premier lieu et était venu avertir Yogi avant qu'il ne soit trop tard. Il dit que sa nouvelle vision pourrait être un avertissement, que le salut de la Lune Bleue devait être détruit, et il commença à lire des mots de la vision comme guide. Il dit que Walter était une lumière corrompue, menant le monde au chaos, et ne pouvait être affronté que par un seul envoyé royal. Il affirma que la dague de Kit était la preuve que Yogi était l'envoyé. Cette nuit-là, dans sa chambre, Yogi se demanda comment il pouvait être l'envoyé, réalisant qu'il avait la dague parce que le prêtre la lui avait donnée en premier lieu. S'interrogeant sur leur mythe, il pensa qu'il valait mieux demander au prêtre lui-même. Cependant, quand il arriva à l'église le lendemain, un homme lui dit que le prêtre était déjà parti. Alors que Yogi commençait à quitter la ville, espérant le trouver, il décida de demander de l'aide à Slag et découvrit bientôt que le prêtre était allé dans la forêt, alors il partit à sa recherche. Pendant ce temps dans la forêt, le père Steele et son assistant Johan atteignirent un arbre secret où il lança un sort d'ouverture d'ombre, ouvrit l'entrée et y pénétra. D'autre part, Yogi avait apprivoisé plus de Slag et avait la capacité de détecter l'emplacement du prêtre à l'intérieur de l'arbre, tandis que le père Steele et Johan commencèrent à se déplacer. Ils approchèrent de l'ancien temple. Certains membres du Salut de la Lune Bleue se préparaient à l'attaquer, mais le père Steele lança un bouclier anti-magie pour lui-même et Johan, prêts à combattre. À l'intérieur de la forêt, Yogi et son équipe découvrirent l'arbre secret, et il lança un sort de rupture de malédiction pour détruire l'obscurité de manière permanente, révélant l'entrée. Quand ils entrèrent, ils trouvèrent que le père Steele avait tué tous les hommes, et Yogi réalisa qu'il était toujours dangereux. Pendant ce temps, le père Steele et Johan entrèrent finalement dans le temple et virent Walter devant eux. Le prêtre commença à parler de la façon dont sa vision l'avait mené ici et voulait savoir ce que cela signifiait. Walter lui dit que c'était sa fin et que ses hommes étaient prêts à faire leur devoir. Le prêtre en jeta un au loin et commença une série de mouvements offensifs qui les mirent à genoux. Mais Walter resta impassible. Il avait déjà préparé un nouveau plan. Avant que le prêtre ne s'en rende compte, il fut ligoté avec une corde magique et électrocuté. À ce moment-là, il découvrit que Johan appartenait au Salut de la Lune Bleue et réalisa qu'il avait été trompé. Walter lui dit alors qu'il attendait d'éliminer Yogi depuis qu'il avait découvert que Yogi contrecarrait ses plans de destruction du monde. Quand ils réalisèrent que Yogi était bien plus fort que prévu, ils supposèrent que le prêtre devait être responsable, et Johan l'accusa d'avoir donné la dague à Yogi.
Yogi continuait de saboter tous leurs plans, retenait leurs meilleurs hommes captifs et avait tué le dragon de feu qu'ils espéraient n'en voir détruire plusieurs villages. Mais Walter était sûr que ses plans réussiraient cette fois et dit qu'il avait l'intention de créer un nouveau monde. Quand le père Style tenta de dire qu'il n'avait pas peur d'entrer au Nirvana, Walter décida de réveiller ses partisans comme une sorte d'esprit zombie, affirmant qu'ils étaient tous maudits. Et à ce moment-là, le mur explosa et Yogi apparut devant eux, disant qu'il était venu poser quelques questions au prêtre. Craignant que leur plan ne soit à nouveau ruiné, Johan lui lança une boule de feu, mais Yogi la bloqua avec le bouclier et lança un sort pour libérer le prêtre. Walter réalisa alors que Yogi était l'envoyé et décida de réveiller tous ses partisans en zombies. Alors que les zombies tentaient de les achever, Yogi lança un sort, et ses hommes gluants lancèrent une boule de feu qui les repoussa. Mais Walter utilisa la distraction pour se faufiler dans le laboratoire secret. Walter s'assit devant un appareil qui révéla qu'il était la source de leur pouvoir. À ce moment-là, la morsure du dragon transperça son corps, mais Yogi envoya le dernier oiseau zombie à l'intérieur. Quand le zombie apparut devant lui, se demandant s'il avait l'intention de devenir le Frankenstein, il commença à se transformer sous leurs yeux. Yogi réalisa que cela pourrait devenir une menace et lui lança une boule de feu. Mais il émergea des flammes et tenta de le frapper, seulement pour être sauvé par le loup. Puis la bête déploya ses ailes et grandit en taille, développant même une queue, alors qu'elle se préparait à déchaîner une explosion. Yogi lança un bouclier anti-magie et le bloqua juste à temps. La bête fit face au bouclier, mais quand Yogi lança une boule de feu, elle disparut immédiatement. Se téléportant autour de la grotte, Yogi réalisa qu'elle était rapide. Il continua ses attaques et lança un barrage de boules de feu sur les zombies, mais la bête les esquiva. Yogi ne recula pas. Slag commença à lancer plus de boules de feu jusqu'à ce que la bête le détruise finalement avec une volée de flammes. Pourtant, la bête resta indemne. Alors Yogi décida d'essayer une nouvelle attaque. Il lança son glissement de scorie vers la bête. La bête tenta de le tirer, mais Yogi lança le bouclier magique, permettant à ses hommes de préparer leur bouclier. Immédiatement, il activa un boost de puissance, et le loup fonça comme un éclair jusqu'à apparaître devant la bête. À ce moment-là, Yogi tira une boule de feu massive qui brûla la bête, la faisant s'écraser au sol. La bête survécut et absorba Graz, le dragon des zombies, se régénérant. Alors qu'elle volait vers Yogi, elle invoqua une boule de feu géante qui lui brûla le bras, mais elle absorba plus de zombies et développa 2 bras supplémentaires. Réalisant qu'elle montait en niveau pour devenir le dragon Graz, la bête réapparut devant lui, mais il la brûla avec une boule de feu, et toutes les scories de Yogi continuèrent à lui tirer des flammes. Pourtant, la bête continuait de se régénérer. Affirmant qu'elle était pratiquement impossible à tuer, Yogi découvrit rapidement un nouveau plan et échappa de justesse à être écrasé alors que la bête tentait de le poursuivre. Il lança une boule de feu. La bête continuait d'absorber des zombies et de régénérer son corps, mais Yogi lança le sort de rupture de malédiction, transformant les pieds de la bête en pierre. Et, enragé, le monstre apparut devant Yuji, prêt à l'achever, mais il lança son bouclier magique, permettant à son armure d'encaisser le coup. Cependant, alors que le bouclier commençait à se fissurer, le monstre le repoussa d'un coup de poing, mais Yuji le retint avec un filet magique. Alors que ses golems se rassemblaient, Yuji lança plusieurs filets magiques, ligotant le monstre. À ce moment-là, juste au moment où Yuji était prêt à l'achever, le sage invoqua un feu de destruction ardent et l'engloutit dans les grandes flammes. Pourtant, même dans la défaite, Walter crut que son plan avait fonctionné, et invoqua l'envoyé royal qui résidait à l'intérieur de la machine. La machine s'éveilla alors et commença à absorber toute l'énergie magique environnante dans les grottes, en une lumière brillante. À ce moment-là, une nouvelle lumière descendit dans la grotte, révélant un nouvel ennemi qui se nommait le Sage. Quand Yuji s'interrogea sur son identité, le père Style révéla qu'il pourrait être le Sage que Yuji avait vu dans sa vision. Selon la légende, le Sage avait été leur envoyé, mais fut vaincu par un puissant dragon dans sa vie antérieure. Le plan de D. Walter depuis le début avait été de le ressusciter avec sa propre vie, de la même manière que Yuji avait été invoqué par des rituels d'appel d'esprit. En entendant cela, Yuji se demanda si le Sage était le roi qui lui avait donné la vision, mais le père Style dit qu'il était un démon maléfique qui devait être détruit immédiatement. Alors le sage déchaîna un feu de destruction ardent, mais Yuji invoqua un bouclier à temps, et l'incendie détruisit toute la zone, tandis que le sage s'élevait dans le ciel. Yuji se demanda comment il pouvait lancer un feu de destruction ardent, et pensa qu'il était définitivement puissant. Il décida de l'abattre. Il renforça ses partisans, et son loup bondit vers le sage. Il lança des boucliers anti-magie en soutien, lui permettant de voler vers le ciel. Quand il fit face au sage, il tenta de lancer une boule de feu, mais le sage prépara un bouclier d'attaque. Alors que le sage lançait un feu de destruction ardent, le loup l'évita de justesse. Tandis que les golems se dispersaient, Yuji lança des boucliers anti-physiques en soutien. S'élevant plus haut, les golems commencèrent à lancer un barrage de boules de feu, mais le sage bloqua toutes les attaques. Quand un golem tenta de le distraire, le sage déchaîna un feu massif, mais Yuji le rendit invisible, tandis que les flammes explosaient. Puis un autre golem le surprit et lança une boule de feu, mais le sage la bloqua avec un bouclier. Remarquant qu'il commençait à perdre des points de mana, Yuji se demanda comment le sage pouvait continuer à lancer un feu de destruction ardent sans perdre de mana. Il pensa que le mana du sage pourrait être infini et ordonna à ses golems de se rassembler au-dessus de lui. Quand un golem sauta sur le sage, Yuji lança une magie de glace à distance et doubla l'attaque.
Mais le sage leva un bouclier avant qu'il ne puisse être gelé, et la glace commença à se fissurer et à se briser. Pourtant, les golems étaient prêts à attaquer à nouveau, et commencèrent à utiliser la glace comme des marches pour se rapprocher. Quand ils furent assez proches, Yuji lança un sort et libéra une énorme boule de feu, presque de la taille du soleil, qui finit par abattre le sage. Cependant, il resta indemne et déchaîna un feu de destruction ardent, 10 fois plus puissant que d'habitude. Alors Yuji activa le même sort. Les flammes brutales entrèrent en collision, brûlant terriblement comme un feu ardent jusqu'à ce que le feu de Yuji l'emporte. Il réalisa avoir consommé beaucoup de mana, mais le sage n'était pas blessé. À cet instant, le sage leva la main, et des rayons de lumière pourpre descendirent du ciel avant de s'estomper dans leur monde. Au même moment, des machines maudites s'éveillèrent, et des tombes de dragons commencèrent à se répandre dans les nuages, tandis que le ciel se mit à pleuvoir. La magie maudite attira tous les monstres, et Yuji comprit que les villes étaient en danger. Alors qu'un monstre était abattu, Gale et ses compagnons réalisèrent que tous les monstres étaient devenus incontrôlables. Ils trouvèrent cela très étrange. Alors Gale suggéra de retourner en ville, et tandis qu'ils fuyaient, les monstres les poursuivirent. Mais Yuji lança un sort et détruisit les golems avec des boules de feu. Puis le sage commença à s'élever dans le ciel et révéla qu'il avait autrefois été un sauveur de ce monde avant d'être tué par un puissant dragon. Son échec à sauver le monde le remplit de regrets, et il pensa qu'il valait mieux détruire l'univers plutôt que de laisser un autre puissant dragon apparaître. En entendant cela, Yuji crut que le sage était bien le dragon à abattre, et se demanda s'il était l'élu pour le tuer. Le sage activa alors un sort et déchaîna sur lui un feu destructeur et ardent. Yuji réalisa que son bouclier allait bientôt céder, alors il décida de riposter. Ils commencèrent à lancer des sorts de feu, provoquant des explosions dans le ciel. Les golems avertirent Yuji que les monstres se dirigeaient vers les villes et que leur nombre ne laisserait aucune chance aux habitants de résister. Désespéré de les protéger, Yuji lança un sort et brûla les monstres avec des boules de feu, mais le sage le jugea trop faible. Il voulait en dire plus, il ne pouvait pas protéger tout le monde, mais Yuji continuait de détruire tous les monstres, ignorant ses points de magie qui diminuaient, tandis que Darad lui disait que les habitants de la ville se préparaient à affronter les monstres. Gale tenta de rallier les hommes sous la direction de Yuji. Un golem s'accrocha à lui comme outil magique de secours, et il découvrit que toutes les autres villes commençaient à se préparer au combat, espérant montrer leur soutien. À ce moment-là, Yuji réalisa qu'il avait probablement blessé des gens dans sa vie passée parce qu'il pensait que tout le monde était sans valeur et n'avait pas besoin de leur aide. Il pensa que la coopération n'était finalement pas une si mauvaise idée et décida de renforcer les habitants avec de la magie d'attaque et de défense. Leur force augmenta et ils commencèrent à anéantir tous les monstres de la forêt. Une fois les monstres éliminés, Yuji pensa qu'il était temps d'affronter à nouveau le sage, mais le père Style commença à révéler qu'il avait eu une nouvelle vision concernant une frappe royale délivrée par le soleil et la lune. Alors Yuji décida de boire une potion magique pour restaurer ses pouvoirs. Immédiatement, une lumière brillante l'entoura, et il réalisa que ses points de magie et sa santé avaient été restaurés. Prêt pour la bataille, il activa la magie de saut et une barrière physique, continuant de lancer des sorts jusqu'à atteindre une altitude suffisante pour affronter le sage. Quand le sage se demanda pourquoi il était si déterminé à protéger ce monde, des souvenirs inondèrent l'esprit de Yuji, et il lui dit qu'il aimait ce monde exactement tel qu'il était. Réalisant qu'il ne pouvait pas être raisonné, le sage se prépara à libérer un feu ardent destructeur et provoqua une série d'explosions. Cependant, quand le sage tenta de déchaîner un feu ardent de destruction, Yuji libéra sa propre puissance, provoquant davantage d'explosions, et une frappe royale apparut sur le système. Yuji réalisa que c'était la même compétence qui avait affaibli le dragon et se demanda si c'était le pouvoir dont le père Steel lui avait parlé. Il leva la main et déchaîna la frappe royale sur lui, le faisant tomber. Réalisant qu'il pouvait réutiliser cette compétence, il leva la main et invoqua la foudre, sachant que cela fonctionnait. Yuji continua d'invoquer la foudre comme si sa vie en dépendait, et il réussit à affaiblir le sage. Toujours en vie, le sage prépara d'énormes explosions d'énergie, mais Yuji lança sa dague et utilisa la frappe royale sur lui. La combinaison provoqua une éclipse, et le père Style pensa que sa vision avait commencé à se réaliser. Quand Yuji apparut avec la dague, le sage bombarda le sol, espérant détruire le monde entier, mais Yuji les piégea tous deux à l'intérieur de barrières 6 fois plus solides que la normale. Une fois que les barrières commencèrent à se fissurer, Yuji scella la zone dans un isolement complet et s'éleva du sol. Le sage se demanda comment la barrière restait si solide, mais Yuji lui dit que la question était sans importance et poignarda le sage avec la dague. Activant la magie spéciale, le corps du sage commença à se fissurer et les barrières éclatèrent d'une forte lumière permettant à Yuji de descendre dans une aura dorée. Voyant cela, les habitants se demandèrent s'il était un ange, mais il s'effondra d'épuisement et fut heureux que son sort de barrière l'ait sauvé de la rupture. Ce soir-là, alors que Yuji se préparait à quitter la ville, il se demanda si tout le monde était en sécurité, et Darid révéla qu'ils célébraient leur victoire sur les monstres, et il était heureux qu'ils soient tous en paix. La nuit suivante, Yuji commença à espionner un autre groupe de la Salvation de la Lune Bleue, et entendit leur chef dire que le dispositif purificateur, une machine dragon plus puissante, était presque achevé. Il révéla qu'il détruirait le monde entier avec, affirmant que c'était le seul moyen de vaincre le dragon noir de la destruction, et que cela purifierait leur monde pollué pour toujours.
Quand Yuji entendit cela par l'intermédiaire de ses golems, il se demanda ce que cela signifiait et souhaita pouvoir tous les anéantir d'un coup. À cet instant, son golem l'avertit de l'approche d'un monstre et un tigre géant apparut devant ses yeux. Réalisant que plusieurs autres monstres rôdaient dans l'obscurité, il se demanda combien il pourrait gagner d'eux à la guilde. Alors le lendemain, quand il arriva à la guilde des aventuriers, il décida de réclamer la récompense pour avoir tué le tigre. La maîtresse de guilde demanda où était le reste de son équipe, disant qu'il n'y avait aucun moyen qu'il les tuait seul. Quand Yuji tenta de dire qu'il l'avait fait tout seul, elle pensa qu'il s'était cogné la tête et souffrait d'un choc. Puis une dame apparut et dit à Lily que Yuji avait tué le tigre. Tuez-le. Alors qu'elle commençait à l'examiner, elle réalisa que Yuji était le légendaire dompteur de monstres, prophétisé pour avoir le pouvoir de mettre fin au monde entier. À cet instant, tout le monde commença à le remarquer, réalisant qu'il était le héros légendaire qui avait sauvé leur monde de la perdition. Cependant, Yuji était déjà fatigué de tout cela, et souhaitait pouvoir simplement se manger à nouveau en sautant d'une falaise. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine fois, maître des contes légendaires.